En France, j'ai à peu près 450 000 heures de formation qui sont réalisées par an et j'en ai plus de 330 000 qui sont faits en présentiel. Donc c'est quelque chose pour nous qui était de l'ordre d'une évidence, cette nécessité de revenir à de la relation humaine pour faciliter l'acquisition de compétences. Bonjour à tous, bonjour Ilem. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode du Learning Club, premier épisode enregistré et filmé. On va avoir l'occasion pendant une trentaine de minutes d'évoquer plein de sujets avec toi. Ilem, tu es la directrice L&D France de L'Oréal. Tu es aussi la présidente du REC France Stratégie. Tu vas nous en dire plus. On est là 30 minutes pour parler des skills, des compétences, du shift des skills, comme tu le dis. Tu vas nous en dire plus et tu vas nous dire ce que tu fais chez L'Oréal sur ce sujet. Ce que je te propose peut-être pour débuter, c'est de nous en dire un peu plus sur toi, sur L'Oréal et peut-être sur le REC France Stratégie pour qu'on sache exactement ce que c'est. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Je suis ravie en plus d'inaugurer ce nouveau podcast, donc en tout cas sur ce format. Je suis Ilem Alom, je suis directrice People Development et Learning pour le groupe L'Oréal en France. J'ai la chance de travailler chez L'Oréal maintenant depuis 4 ans et de piloter toutes ces questions de formation et de développement des compétences pour l'ensemble des entités légales basées en France du groupe L'Oréal, ce qui regroupe à peu près 15 000 collaborateurs. On a 197 métiers, 600 skills, puisque c'est le sujet des skills justement qu'on évoquait dans le cadre de ce podcast. Et puis je suis aussi présidente du réseau Emploi Compétences de France Stratégie. Le réseau Emploi Compétences a vocation justement à réfléchir et à travailler autour des questions du futur des compétences, du futur des emplois et du futur du travail. Merci, très clair. Une petite question, comment s'organise la formation chez L'Oréal? C'est une question que j'aime bien poser à mes invités. Donc toi, tu es sur la France, L'Oréal est un groupe mondial. Comment est organisé tout simplement et structuré votre département formation? Ce qui est déjà important pour moi, de mentionner avant de répondre à ta question, c'est que ça fait plus de 50 ans qu'on travaille chez L'Oréal sur les questions de formation et plus largement sur ce qu'on appelle l'éducation permanente. Nous avions un président du groupe, François Delle, qui avait compris très très vite dans les années 70-80 que la question de l'employabilité et d'apprendre à apprendre devait être cruciale pour aider les organisations à se transformer et plus particulièrement bien sûr L'Oréal. Donc ça fait 50 ans qu'on travaille sur ces questions, donc on a cette expertise autour de la formation et chez L'Oréal en fait j'appartiens à une matrice, à un écosystème RH qui est composé à la fois, comme tu le mentionnais, avec, c'est ma chance le fait d'être en France, avec des équipes globales qui travaillent autour donc de 15 fonctions métiers et qui vont créer des programmes pour l'ensemble des collaborateurs dans le monde entier, aussi bien sur les questions transverses comme le développement durable, la diversité et l'inclusion. On va voir sur les questions d'innovation. Et puis on a aussi le leadership, bien entendu, mais on a aussi des grands directeurs programmes qui vont travailler sur ce qu'on appelle les hard skills. Je pense à la recherche, je pense à l'industrie sur les opérations. Donc j'ai la chance, en étant en France, de travailler directement avec ces équipes mondiales, mais aussi moi, à mon niveau, au sein de ma direction. Donc j'ai une équipe de 16 personnes qui m'aident à irriguer l'ensemble des entités légales en France. Et on anime une centaine de responsables formation qui appartiennent aux équipes RH et qui travaillent en proximité avec toutes les entités business. Ok, très clair. Tu nous parlais de 600 skills et ça m'amène justement à ce sujet des compétences. On le sait, dans le monde de la formation et dans la société aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Comment faire évoluer rapidement les compétences? Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer aujourd'hui, chez L'Oréal, ces 600 skills, comment vous les traitez pour les collaborateurs? Il faut que tu saches que ces 600 skills, en fait, aujourd'hui, on est capable de dire on a 600 skills, à peu près 600 skills chez L'Oréal. Il y a un travail qui a été initié par une de mes collègues pour qui j'ai un grand respect, qui s'appelle Marilyn Bory, qui est en charge justement de toutes les questions People Development pour le groupe L'Oréal. Et Marilyn a coordonné tout un travail avec les fameux directeurs programmes que j'évoquais, les 15, qui ont du coup une connexion très naturelle avec les patrons business. Et ensemble, Marilyn ainsi que ses directeurs programmes ont travaillé pendant près de 3 ans en essayant de pouvoir identifier les compétences et les savoir-faire qui faisaient le plus sens pour les différentes entités, en partant d'une projection. C'est-à-dire que la question qui était essentielle pour nous, chez L'Oréal, c'était les skills du futur. Souvent, et moi ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je travaille sur cette dimension de compétences,
souvent, lorsqu'on essaye justement de remettre à plat des référentiels de compétences, on est assez focalisé sur l'inventaire des compétences actuelles et en essayant de faire cette projection sur le futur. Le choix qu'a fait L'Oréal, c'est tout de suite de se focaliser sur les skills du futur, surtout à l'aune de l'ensemble des transformations auxquelles la société, la technologie, on parlait de développement durable, peut nous amener justement à réfléchir sur l'évolution de notre organisation. Ok, et alors les skills du futur, on pense intelligence artificielle, IA générative, mais j'imagine que c'est pas que ça, les skills du futur. En tout cas, comment vous les définissez? Non, c'est pas que ça en fait. Ce qui nous a intéressé nous, c'est de pouvoir identifier ce qu'étaient les savoir-faire transversaux qui permettaient justement à nos collaborateurs à la fois de pouvoir répondre aux enjeux business, mais aussi de pouvoir avoir une langue commune qui les aide à développer leur carrière au sein de notre organisation, puisque comme tu le vois avec 197 métiers, dans notre marque employeur, on considère qu'il est possible pour chacun de ses collaborateurs de pouvoir travailler dans n'importe quel écosystème business, que ce soit la recherche, dans nos marques, aussi bien dans les fonctions support. Donc, on mise beaucoup sur la mobilité de nos collaborateurs. Et pour ce faire, en ayant une langue commune qui est celle des skills, en fait, on considère que ça peut être un vecteur justement d'engagement pour chacun d'entre eux. Et quels outils ont été mis en place? Parce que le sujet, c'est aussi de savoir où trouver les skills, comment les développer et comment suivre l'évolution des compétences des collaborateurs. Vous avez des outils ou une suite d'outils pour ce sujet? Alors ça, c'est un vaste sujet. Toutes les personnes qui sont expertes justement de ce domaine RH se sont cassées les dents à un moment donné sur la question de l'outil. Là où on a focalisé notre intention à l'intérieur justement de notre écosystème RH, c'était déjà de pouvoir s'aligner entre le business et notre vision RH sur la définition de ces skills. Déjà, le choix de ces skills et leur définition. Et ça passe déjà par des mécanismes d'intelligence collective. C'est pour ça qu'il a fallu 3 ans pour pouvoir déjà arriver à un référentiel qui soit contenu. 600 skills, pour certains, ça pourrait être beaucoup. Et en fait, pour tous les experts de cette question, on se rend compte déjà que ça a été une sélection assez importante. Et ensuite, il y avait effectivement la question de la technologie pour pouvoir adosser ces référentiels et faire en sorte qu'ils soient utilisés dans tous nos process RH. Eh bien, nous, on a considéré qu'il était essentiel de pouvoir mettre ce référentiel dans le corps RH de notre SI, le SI RH qu'on a chez L'Oréal. On travaille avec SAP. Donc voilà, on n'a pas voulu adosser une autre technologie, on a vraiment souhaité que ce référentiel des skills soit le corps de notre système, notre SIRH. Et alors en préparant ce podcast, tu m'as parlé d'une skills dont j'avais jamais entendu parler, ou en tout cas, je ne sais pas si elle est nommée comme ça chez L'Oréal, mais elle m'a interpellé, c'est l'hyper-vitesse, si je ne me trompe pas. Alors qu'est-ce que c'est cette skills? Alors c'est pas une skills en soi, souvent je fais référence à cette notion d'hyper-vitesse, pour parler déjà de L'Oréal, mais surtout pour parler des transformations auxquelles on fait face. Tu vois, si j'avais à illustrer cette notion d'hypervitesse, je trouve assez intéressant ce qui s'est passé justement avec l'arrivée des intelligences artificielles génératives. Lorsqu'on voit les temps d'adoption de nouveaux outils, des réseaux sociaux, tout le monde a été quand même assez surpris en novembre 2022 avec OpenAI d'avoir comme ça l'utilisation de ChatGPT qui a été quand même, je pense, aujourd'hui, en tout cas une adoption qui a été assez record en termes de temps, qui a surpris tout le monde. Et c'est pour ça que moi, j'utilise de plus en plus cette notion d'hypervitesse, parce que nos organisations sont à la fois en train d'évoluer dans une vitesse assez importante. On a des projets de transformation assez colossaux, mais qui sont, pour moi, en regard aussi de la transformation de la société. Tout va de plus en plus vite aujourd'hui. Ok, et comment vous formez les collaborateurs sur justement cette intelligence artificielle, sur les prompts, j'imagine, qui peuvent nous permettre d'aller plus vite? Il y a une formation prévue pour chaque collaborateur, il y a un catalogue peut-être à disposition. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Tu vois, pour justement réponse à cette hyper vitesse, c'est pour ça que la matrice du learning chez L'Oréal est extrêmement importante. Je te parlais des directeurs programmes, tu sais, des 15 directeurs programmes avec lesquels on travaille. On a la chance d'avoir un directeur programme au sein de notre Beauty Tech, qui est l'écosystème pour nous tech chez L'Oréal. Et quasiment en moins de 4 mois, le directeur et son équipe ont réussi donc, à construire un e-learning qu'on appelle GenAI, qui a été designé de bout en bout, avec l'ensemble des acteurs learning qui ont la compétence autour de ce sujet. Et nous avons lancé ce e-learning-là en avril cette année, avril 2024, avec l'objectif de pouvoir former tous les collaborateurs dans le groupe.
En parallèle de cet e-learning, et il est très court, hein, c'est 45 minutes, tu vois, parce que cette notion d'hypervitesse veut dire aussi qu'on a l'attention, nous, de donner des choses de qualité à nos collaborateurs pour les former dans un temps très court. La montée en compétences, surtout sur les questions de prompt, comme on voit l'évolution de la technologie qui se fait de plus en plus vite, tu vois les évolutions justement de cette intelligence artificielle générative, on considère que l'apprentissage doit se faire en continuité, donc c'est un apprentissage perpétuel. Donc en parallèle de cet e-learning, on met aussi un certain nombre de ce qu'on appelle de l'activation chez nous, des actions, donc soit en équipe intacte, on a prévu de faire un challenge, on va lancer un challenge prompt là en septembre 2024 dans toute la France. On met plein d'actions learning qui nous permet de pouvoir continuer à upskiller tous nos collaborateurs, peu importe leur filière professionnelle, peu importe leur catégorie socio-professionnelle aussi, sur cette dimension-là, parce que pour nous, c'est un outil qui va être quasiment indispensable dans nos activités au quotidien. Ok, bah tu parlais des collaborateurs, on va venir au sujet du défi démographique aussi auquel on fait face. Il me semble, si j'ai bien noté lors de nos échanges en préparant ce podcast, tu me disais que tu as 30% des effectifs de L'Oréal, alors je ne sais pas si c'est France ou Monde, tu vas pouvoir le préciser, qui ont plus de 50 ans. Donc ça nous amène à une question, c'est comment on continue de former et d'investir pour des seniors dans l'entreprise, si on peut les appeler comme ça. Et je crois que voilà, tu as des convictions sur le sujet et L'Oréal accompagne vraiment cette population senior pour la faire monter en compétences et continuer bien évidemment de la faire, d'augmenter les compétences de ses collaborateurs et de les faire évoluer sur leur métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Oui, tu as raison. La question du défi démographique, pour moi, est essentielle. Elle est essentielle déjà dans le cadre de mes activités avec France Stratégie, puisqu'avec le réseau emploi compétences, le REC, on met en avant effectivement ce sujet-là dans le cadre de notre projection. Il y a une étude qui a été faite par le France Stratégie sur les métiers 2030, tu vois, toujours dans cette vision prospective. On a effectivement en France plus de 30% de nos collaborateurs qui ont plus de 50 ans. On ne les appelle pas des seniors, c'est des expérimentés chez nous. Voilà, on tient d'ailleurs à les appeler. Voilà, ce sont des expérimentés. Et il est vrai que chez L'Oréal, nous avons de vraies convictions autour de l'accompagnement des expérimentés. D'ailleurs, nous avons initié avec le Club L'Endroit une charte, la charte 50+, qui met en avant toutes les actions d'accompagnement pour encourager et développer l'employabilité des collaborateurs expérimentés. Et c'est vrai que sur la question du learning, pour moi, c'est essentiel à la fois de pouvoir aider ces collaborateurs, quelquefois à dépasser leurs croyances limitantes. Certains d'entre eux, et on a quelques datas qui nous montrent ça, et certains d'entre eux pensent qu'ils n'ont plus cette capacité à pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc on travaille avec un de nos formateurs sur la question d'apprendre à apprendre, par exemple. La deuxième chose, c'est qu'on essaye aussi de pouvoir leur pousser des formations qui les encouragent à pouvoir aussi réinventer leur carrière, à leur montrer qu'ils ont une capacité à la fois à mettre à disposition, le portefeuille de skills qu'ils ont déjà aussi, parce qu'ils ont de plus en plus aussi d'expérience et donc des skills qu'ils peuvent mobiliser dans un certain nombre de projets. Mais aussi, ils sont en capacité de pouvoir acquérir de nouveaux skills, typiquement, tu vois, avec l'intelligence artificielle générative ou les questions de transition écologique. On leur démontre qu'ils peuvent être acteurs aussi de ça. Et donc, typiquement, je peux te citer une formation sur laquelle on travaille là avec l'ESCP Europe, qui a développé une formation pour pouvoir former justement des personnes expérimentées sur les dimensions de transition écologique et de transformation digitale. Donc, on va progressivement comme ça, continuer à développer de plus en plus de programmes pour eux, mais ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels moi je suis très impliquée. Et j'imagine que vous personnalisez l'approche, puisqu'on n'apprend pas tous de la même manière, peu importe les générations, mais peut-être que, et ça c'est toi qui as la réponse, mais c'est ma question, peut-être que quelqu'un qui a 45, 50 ans, 55 ans, va moins écouter de podcasts ou peut-être moins apprendre avec de la vidéo et préférer de la formation plus formelle. Alors peut-être que c'est un cliché, oui, non, je sais pas, mais je voudrais t'entendre sur le sujet. Mais justement, en fait, tu vois, c'est intéressant ce que tu poses parce que j'ai souvent, comme L'Oréal est connu par rapport à ses actions d'accompagnement vis-à-vis des expérimentés, j'ai beaucoup de mes pairs qui viennent voir ce que l'on fait. Et il y a beaucoup aussi de croyances sur ça, sur le fait de considérer que d'une génération à une autre, nous avons finalement, tu vois, nous sommes des types d'apprenants différents.
Je pense que ce qui fait peut-être la différence, c'est qu'on se connaît mieux en vieillissant. Ça, c'est une vraie différence. Tu vois. On sait exactement ce qui fait qu'à un moment donné, on va être ouvert à l'échange, ouvert aussi à l'acquisition de connaissances. Mais pour rendre visible ce qui est invisible, j'ai décidé de lancer là une recherche, une étude qui va être réalisée chez L'Oréal. Je serai en mesure, moi, de donner un peu plus d'éléments, tu vois, sur la capacité d'apprentissage et sur l'apprenance des personnes expérimentées, parce que j'ai eu besoin de creuser ce sujet. En revanche, pour poser en tout cas moi la question, tu vois, des modalités pédagogiques que nous utilisons, sache qu'elles sont diverses et elles ne sont pas spécifiques à une génération. Effectivement, aujourd'hui, nous avons un panel de ressources qui permet, comme tu le mentionnais, des podcasts, e-learning, MOOC, de pouvoir se former. Mais nous avons initié un shift après la crise Covid, c'est que nous sommes revenus à beaucoup plus de présentiel. C'est juste pour te montrer à quel point c'est significatif chez nous. En France, j'ai à peu près 450 000 heures de formation qui sont réalisées par an et j'en ai plus de 330 000 qui sont faits en présentiel. Donc, c'est quelque chose pour nous qui était de l'ordre d'une évidence, cette nécessité de revenir à de la relation humaine pour faciliter l'acquisition de compétences. Et ça, c'est pas une histoire de, tu vois, d'âge, de génération. C'est juste que, effectivement, dans une dynamique d'apprentissage, ce qu'on appelle le social learning est pour nous clé dans toutes ces dynamiques que l'on lance, parce que derrière, on permet justement à tous ces collaborateurs qui viennent en formation de garder le lien entre eux et de continuer à cultiver ce qu'ils ont appris. Et c'est le bon mix avec le présentiel à certains moments clés et puis des contenus tout au long de l'année, si on le souhaite, pour se former dans plein de formats, comme Exactement. tu le disais. Peut-être pour terminer, avant de passer au Fast and Curious, où j'aurai quelques questions pour toi, une question sur la transition écologique. L'Oréal est une entreprise très engagée. Toi, Ilham, très engagé à titre personnel. Qu'est-ce que fait L'Oréal et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ce sujet ? Vous formez, j'imagine, sur la transition écologique, au-delà des actions que vous mettez en place ? Oui, c'est vrai que quand tu mentionnes ça, je suis obligée de dire que mon premier métier était ingénieur en environnement. Donc, mes convictions sur le sujet ont toujours été là. J'ai une maîtrise en biologie des écosystèmes. Donc, autant te dire que je suis née avec l'écologie. Et donc, ce qui m'a fait, moi aussi, entreprendre quelque part une expérience chez L'Oréal, c'était l'exemplarité qu'à L'Oréal, et je dirais même plus spécifiquement tous les collaborateurs, à essayer de relever des challenges autour de la transition écologique. En fait, si tu regardes l'ensemble, tu vois, je te parlais des 197 métiers, on a 5 grands écosystèmes en France et on a toute la chaîne de valeur de notre industrie. Donc, on a la recherche et innovation, on a les opérations, plus de 27% de la production mondiale de L'Oréal est basée en France, donc le Made in France est très important chez nous. Nous avons l'ensemble des marques avec les divisions internationales, bien entendu le siège mondial à Clichy, et nous avons l'entité France, L'Oréal France, donc qui est vraiment consacrée au marché français. Et en disant ça, ça veut dire que quand moi je côtoie et j'ai découvert et je découvre depuis plus de 4 ans, chacun des collaborateurs qui est extrêmement investi sur cette dimension de transition écologique. Et oui, on forme autour de ces sujets, malgré, j'allais dire, l'excellence déjà établie, c'est qu'on souhaite toujours dépasser des limites, parce qu'on considère qu'on peut toujours faire mieux sur ces dimensions de transition écologique. Et typiquement, en 2021, avec, tu vois, je te parlais des fameux directeurs programmes, on en a un qui est dédié à la question de ce qu'on a dit en anglais de sustainability, de développement durable. On a créé tout un dispositif en 2021 qui s'appelle les 4 Green Steps, les 4 étapes vertes qui nous permettaient de former tous les collaborateurs sur les dimensions de changement climatique, de pollution de l'air, de l'eau, sur la gestion des déchets. Et donc ça a été de 2021 à 2022. En 2023 et jusqu'à maintenant, on rentre un peu plus spécifiquement dans des formations qui permettent à chacun, tu vois, de 197 métiers du groupe L'Oréal, de pouvoir rentrer concrètement dans, voilà, aujourd'hui, la transformation de mon métier et dans ma capacité à pouvoir agir, métier par métier et compétence quasiment par compétence, de rentrer justement dans l'acquisition de compétences sur le verdissement des métiers. Donc ça a été un travail colossal qui a été initié. Et pareil, on est hyper content parce qu'on voit bien que la dynamique, à la fois, les collaborateurs sont en demande de ce type de formation.
Ils nous ont aussi demandé de déployer la fresque du climat, ce qu'on a fait avec le soutien d'Élodie Bernardi, qui est la directrice RSE France. Et donc, on a près de 7000 collaborateurs qui ont déjà fait la fresque du climat. Et on continue progressivement à contribuer à leur montée en compétences sur ces différents sujets. Tu parlais de la fresque du climat, vous travaillez avec d'autres partenaires sur ces sujets de transition écologique ou vous êtes dans de la création vraiment sur mesure sur ces sujets? Mais en fait, ce qui est assez intéressant chez L'Oréal, c'est qu'on a toujours un pied dedans et un pied dehors. Et il est important pour nous à la fois d'être challengé sur nos dynamiques et bien entendu d'aller s'inspirer comme ça, à la fois de chercheurs, de scientifiques, mais aussi d'organismes de formation qui vont nous aider à pouvoir continuer à entretenir cette flamme autour de l'apprentissage. Et quelque part, sur les questions de transition écologique, à la fois, on n'a jamais terminé. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas que de former, c'est vraiment de former pour passer de l'idée à l'action. En fait, on a un besoin d'agir qui est très très fort. Donc oui, on a de l'inspiration qui nous vient de l'externe. Et on continue à aller chercher justement des ressources, des speakers, des formations qui font sens en tout cas pour nous. Et si on n'a pas ça, on crée, on design. Et justement, tu vois, les practice leaders, les directeurs programmes sont là pour ça, puisqu'en général, si une idée fait sens en local et qu'on a différents besoins qui s'expriment de la même manière dans les autres zones géographiques, le directeur programme a cette capacité donc de pouvoir créer des programmes qui sont déployés dans le monde entier. Ce que j'allais dire, le directeur programme est un peu le catalyseur de tout ce qui est remonté de tous les pays, de tous les services, j'imagine, et s'assure de la cohérence du programme qui est diffusé. Exactement, et c'est pour ça qu'on est toujours dans des dynamiques de bottom-up, top-down. C'est pour ça que L'Oréal est un écosystème organique, et que pour moi, tu vois, je m'identifie toujours comme étant un maillon de la chaîne. C'est important d'avoir cette relation forte avec les directeurs programmes parce que nous savons, notre action elle est d'autant plus significative lorsqu'elle est partagée dans toute l'organisation. Donc c'est pour ça que nous essayons à la fois d'initier des innovations en France, de les partager avec eux et de voir si c'est scalable dans le reste du monde entier. Et les directeurs programmes sont tous français, basés à Paris ou sont répartis partout dans le monde? Comment on devient directeur de programme? Eh bien, écoute, les practice leaders, les directeurs de programme sont soit des personnes qui viennent du monde learning, soit des personnes qui viennent du monde business. Elles sont, pour la plupart d'entre elles, ces équipes learning basées en France, parce que le siège mondial est ici. Mais non, figure-toi que la moitié d'entre eux sont des internationaux, sont des anglophones. Et donc, nos équipes sont plutôt anglophones, internationales. Donc, on a cette chance, nous, de les avoir en proximité géographique. Et donc, moi, j'en abuse pour essayer d'alimenter aussi le plus possible nos équipes, mais surtout pour réfléchir et être sur les bons sujets. Parce que, tu vois, dans le monde de l'hypervitesse, on doit faire des choix, on doit arbitrer et on ne doit pas se disperser. Ça, c'est essentiel pour moi. Ok, merci Ilham pour tout ce que tu nous as partagé. On va maintenant passer à la dernière partie du Learning Club, c'est le Fast and Curious. Alors Ilham, pour ceux qui nous ont encore jamais écoutés dans le Learning Club, c'est des questions qu'on pose à une invitée, en l'occurrence toi, et l'objectif c'est que tu nous partages de la connaissance. Et ma première question pour toi Ilham, c'est la suivante. Le futur de la formation en un mot, si tu devais le décrire, qu'est-ce que tu nous dirais ? La formation permanente. Permanente. Oui. Ok. Le lifelong learning version française. Exactement. Très bien. Deuxième question, l'outil de formation que tu as vu récemment, utilisé, que tu souhaiterais partager à tous ceux qui nous écoutent. J'ai adoré la fresque des compétences designée par Maria School, que nous avons testée chez L'Oréal. J'ai pu former tous mes RH justement avec le nouveau référentiel des skills. Et voilà, donc j'encourage en tout cas mes homologues, mes pairs, à pouvoir découvrir cette modalité pédagogique. Réalisée par Maria School. Maria School. Donc pour info, on remettra en descriptif du podcast l'ensemble des éléments que tu partages aujourd'hui. Un livre ou un podcast que tu as écouté ou lu récemment et que tu souhaiterais partager? Donc un livre ou un podcast? Alors je vais te parler du livre. Justement, tu évoquais la question des expérimentés, des plus de 50 ans. Je vais encourager en tout cas la lecture du livre de Mohamed Bouclé, Connaissance illimitée, parce que c'est lui qui nous aide à développer des sessions autour de apprendre à apprendre. Ok, un blog, un site, un influenceur qui
qui t'inspire et que tu souhaiterais recommander? Jérémy Lamry. Jérémy Lamry autour justement de l'évolution technologique et de l'évolution de la société que ça comporte. Il a créé toute une dynamique avec Tomorrow Theory. Donc j'invite effectivement tout le monde à suivre Jérémy Lamry. Il a une newsletter hyper intéressante sur LinkedIn. Pardon. Ouais. Donc il a une newsletter, oui. Il est très présent sur LinkedIn et j'ai écouté un de ses podcasts récemment puisqu'il participe pas mal et il faudrait peut-être un jour qu'on l'invite dans le Learning Club. Voilà. En tout cas, il a l'habitude de parler, donc on vous le recommande fortement. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Ilham? Alors, mes enfants, ma famille. Et j'ai le sentiment que ce que je fais peut être utile à mon écosystème et puis plus largement à la société. Ok, merci. Qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club? Quelqu'un à qui tu penses, qu'on n'a pas encore reçu, qui pourrait nous parler d'un sujet? Écoute, je trouve que... moi, j'ai une connaissance qui s'appelle Stéphanie Kong. Moi, j'adore mettre en avant les femmes. On la connaît très bien, une cliente EDF. Voilà. Donc, Stéphanie, qui n'est pas encore venue dans le podcast. Non, mais Stéphanie Kong. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que Stéphanie Kong, donc, qui travaillait à l'université d'EDF, et Stéphanie a plusieurs casquettes aussi, parce qu'en parallèle d'EDF, elle a participé dans le monde associatif et dans le monde artistique autour des comédies musicales. Donc la question de développer les collaborateurs et d'avoir un impact c'est très fort chez elle. Et c'est une femme passionnante. Donc je trouve que si vous avez cette opportunité-là, j'adorerais écouter un podcast avec Stéphanie Kong. Et elle pourra aussi nous parler de marketing de la formation, puisqu'elle est très branchée sur ce sujet. En tout Exactement. cas, Stéphanie, l'invitation est lancée et je t'enverrai un petit mail juste après cet épisode. Merci Ilham d'avoir pris cette demi-heure avec Edflex, avec le Learning Club pour partager aujourd'hui tout ce que tu fais chez L'Oréal. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut poursuivre les échanges sur les skills, sur beaucoup de salons il me semble, mais aussi sur LinkedIn peut-être? Exactement, sur LinkedIn. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn effectivement, sur différents salons. J'ai la chance de pouvoir intervenir. Et puis j'inviterai aussi à suivre ce que l'on fait dans le cadre du réseau Emploi Compétences avec France Stratégie. On a une grande conférence annuelle justement sur l'impact de la transition écologique sur les métiers. Donc c'est ouvert à tous, vous pouvez vous inscrire. Il suffit d'aller sur le site France Stratégie. Top. Merci Ilham, merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés pour ce nouvel épisode du Learning Club et à très bientôt. Merci.